pouvoir commencer. Bonsoir, donc je vous souhaite la bienvenue, mais je déclare ouverte notre réunion du conseil municipal. Vous n'avez pas vu. Donc, il me faudrait un secrétaire de séance. Un secrétaire de séance, Olivier. D'accord. Donc, c'est notre secrétaire de séance, je te remercie. Donc, nous allons passer au pouvoir. Alors, lecture des pouvoirs. Monsieur Gérard Tamalé, qui donne pouvoir à Monsieur Philippe Cousy. Monsieur Saulnier Pierre donne pouvoir à Monsieur Chrisman Franck. Madame Bru, qui donne pouvoir à Madame Latapi Josiane. Et Madame Boulin-Céline, qui donne pouvoir à Monsieur Espy Bruno. Alors, Isabelle. Alors, nous allons pouvoir passer au premier point, approbation du compte-rendu du conseil municipal du 18 décembre 2017. Donc, y a-t-il des questions? Ah, mais là, monsieur. Non. Monsieur... Pas de questions, monsieur Chrisman non plus? Donc, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Décision prise par délégation, donc à date du 12 décembre 2017, marché de maîtrise d'œuvre, réaménagement et rénovation du site à Lecjani. En date du 19 décembre 2017, construction, bibliothèque et ludothèque, espace jeunes et seniors, espace public. Avenant numéro 1 au lot numéro 1, terrassement VRD Fontaine. Avenant numéro 3 au lot numéro 7, électricité. Avenant numéro 1 et 2 au lot numéro 8, chauffage, ventilation, plomberie. Avenant numéro 1 au lot numéro 9, plâtrerie, faux plafond. Avenant numéro 2 au lot numéro 14, ascenseur. En date du 20 décembre 2017, fourniture administrative, scolaire et de loisirs créatifs. En date du 3 janvier 2018, fourniture et paramétrage de postes clients d'un espace public numérique. En date du 16 janvier 2018, marché de services de télécommunications et infrastructures téléphonie IP. Donc ça, c'est les changements des numéros de la mairie. Donc ça sera début avril et vous l'aurez sur le site internet, les nouveaux numéros, et sur le lien aussi, ils vont apparaître. En date du 17 janvier 2018, construction bibliothèque et ludothèque, espace jeunes et seniors, espace public. Avenant numéro 1 au lot numéro 6, serrurerie. Avenant numéro 1 et 2 au lot numéro 10, menuiserie bois. En date du 29 janvier 2018, convention vacances loisirs passée avec la caisse d'allocation familiale de la Haute-Garonne. Y a-t-il des questions? Parce qu'il n'y a pas de vote là. Pas de questions. Je vous remercie. Alors, administration générale, affaire numéro 1, renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres. Donc, les commissions d'appel d'offres, il y a un papier qui vous a été remis en séance, justement pour l'affaire numéro 1 et numéro 2. Donc, ces renouvellements ont été travaillés avec les deux équipes, donc M. Durandet, M. Saulnier, son équipe. Donc, renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres, dont l'article L 411.5.11 du Code général des collectivités territoriales dispose que pour une commune de 3500 habitants, en plus, la commission d'appel d'offres est élue par le conseil municipal composé de la matière suivante: par le maire, président ou son représentant, 5 membres du conseil municipal élus par l'Assemblée à la représentation proportionnelle au plus fort reste et en nombre égal à celui des membres titulaires, des suppléants dans les mêmes conditions, dont l'élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste. Par délibération en date du 24 avril 2014, le conseil municipal avait élu la commission d'appel d'offres. Alors, suite à l'impossibilité de pouvoir au remplacement d'un membre titulaire, il est proposé au conseil municipal de procéder au renouvellement de la commission d'appel d'offres par l'élection de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Donc, son candidat... 5 titulaires, donc nous avons Gérard Gallonnier, Michel Frances, Bruno Espy, Olivier Escande et Pierre Saulnier. 5 suppléants, Gérard Tamalé, Gérard Massat, Josiane Latapi, Hélène Régis et Christine Leflat. Donc nous allons passer au vote.
si vous êtes d'accord, puisque je pense que ça a été déjà étudié avec les deux équipes. Voilà, donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc l'affaire numéro 2, là c'est pareil, c'est le renouvellement de la commission de délégation de services publics. Alors nous avons les candidats 5 titulaires: Gérard Gallonnier, Michel Frances, Bruno Espy, Céline Moreto, Christine Leflat, et 5 suppléants: Gérard Tamalet, Gérard Massat, Josiane Latapi, Olivier Escande et Franck Chrisman. Donc, toujours pareil, tout le monde est d'accord. Donc, nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Affaire numéro 2, renouvellement de la commission de délégation de services publics. Pardon, affaire numéro 3. Modification au sein de la commission communale d'accessibilité des personnes handicapées. Je laisse la parole à Claude Courreau. Oui, il s'agit là aussi de remplacer 2 démissionnaires, M. Ecaro et Mme Flores, et on vous propose M. Frédéric Sol et M. Christman. Voilà. Très bien, merci. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Affaire numéro 4. Renouvellement de la commission consultative des services publics locaux. Je laisse la parole à M. Bapt. Alors, en avril 2014, nous avons procédé à la désignation des membres de la commission consultative des services publics locaux, qui a été créée, vous le savez, par la loi d'orientation administration territoriale République, qui a été modifiée donc, par une autre loi en 2002. Suite à la démission d'un de ses membres, il est nécessaire de procéder au renouvellement de la commission compétente. Il est donc proposé au conseil municipal d'élire les 6 commissaires que vous avez là. Les noms, M. Gallonnier, M. Frances, M. Espic, M. Escande, M. Saunier et M. Turandet. Voilà, je vous propose. Donc, c'est pour ça que Mme le maire m'a donné la parole, c'est qu'il n'y a pas la parité. On va passer donc au vote. S'il n'y a pas d'autres questions, y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, point 4, finance, affaire numéro 5, compte de gestion 2017. Je laisse la parole à monsieur... Ah, pardon. Madame le maire, juste oui. une précision, parce que j'ai quand même un doute sur une commission communale. C'est la commission communale des impôts directs. Sur un document du 7 décembre 2017, dans cette commission communale, les participants, les titulaires, pardon, il y a monsieur Philippe Ecaro. Ah. Donc j'avais demandé à ce qu'elle soit revue lors de ce conseil. Monsieur Berluron m'a donné l'explication, mais j'avoue, je ne comprends pas que monsieur Ecaro se retrouve toujours là. Ah oui. On ne l'avait pas changé, les impôts directs? Non, la commission communale des impôts directs est une commission un petit peu particulière parce que les membres ne sont pas forcément des conseillers municipaux, c'est aussi des représentants de la population. Et la commission est validée par le tribunal. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas la modifier. Toutes les autres dépendent d'une décision du conseil municipal, pas celle-là. C'est en début de mandat, Madame le maire et le conseil municipal a fourni une liste de conseillers municipaux et de représentants de la population au tribunal, et c'est le tribunal qui désigne les commissaires. Mais alors du coup, que se passe-t-il quand on a un conseiller municipal qui démissionne et qui est membre de cette liste? Disons qu'il y est en tant que représentant de la population, de la société civile, et ce n'est pas du ressort du conseil municipal de le remplacer à ce moment-là. Il y a quand même un petit problème. Il faudrait qu'il démissionne, qu'on demande à M. Ecaro. Il faudrait qu'il démissionne de la commission. Parce que là, il a bien été élu en tant que conseiller communal et non pas en tant que membre de la société civile. Je suis d'accord, c'est une commission qui ne dépend pas du choix du conseil municipal.
Est-ce qu'il faut, je demande à ce que Madame le maire fasse un courrier au tribunal ou pour régulariser ça, pour On peut- faire une Il faudrait déclaration. qu'il démissionne de la commission. Et le problème, c'est qu'il faudrait que j'ai une lettre de démission de M. Caro avant de faire une demande. De la parce qu'il a commission été élu. spécifiquement, Je peux puisque... pas. Il faudrait que... pourrait se rapprocher de lui. Pardon? Vous pourriez vous rapprocher de lui pour lui demander de démissionner. Je peux le faire également, mais c'est comme une commission communale, donc je Eh oui, ne oui, suis non. pas mandaté pour représenter la commune. Non, c'est vrai qu'il y a une spécificité là il faut absolument que j'ai une lettre de M. Caro. Après, effectivement, je peux intervenir auprès du tribunal, mais sans ça, je pense pas. Est-ce qu'il est possible que vous fassiez une lettre à M. Egaro pour le prévenir je vais lui de la demander, situation est-ce qu'il veut rester à la- Après, voilà. s'il reste membre, Oui, oui, il n'y a pas de souci. je vous remercie. Vous le notez, monsieur. Si le Girondin ne veut pas lui demander lui-même. Oui. Donc, l'affaire numéro 5, compte de gestion 2017, monsieur Espy. Prunon. Donc, en ce qui concerne donc, le compte de gestion 2017, vous savez que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2017 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures. Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2017. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. Vous savez que c'est une délibération que nous sommes obligés de prendre avant le vote du compte administratif. Y a-t-il des questions? Juste une question, c'est pas la première fois qu'on est obligé de procéder à cette Non. approbation? Ah non, non, chaque année, chaque année. pas le souvenir. Avant le compte administratif, il est impératif de prendre cette délibération parce que nous pouvons le voter que quand le receveur a validé notre compte administratif. Ça y est, systématiquement là. Donc, nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes. Alors, les abstentions. Donc, M. Durandé Patrick, Mme Mikhailov Marianne, Mme Flores Catherine, Mme Leflat Christine et M. Sol Frédéric. Donc, c'est approuvé à la majorité avec 5 abstentions. C'est bon, Isabelle, pour toi? Affaire numéro 6, compte administratif 2017, Monsieur Espy. Alors, avant que l'on vous fasse une présentation que vous animez, M. Berlureau, je vais simplement vous donner deux chiffres et je répondrai à vos questions par la suite. Donc, au niveau des fonctionnements, nous avons un résultat de clôture de la section qui s'élève à 1 232 128,81 €. Et au niveau de l'investissement, un résultat de clôture de la section d'investissement à 3 210 652,47 €, tout en sachant donc, que nous avons autofinancé une grande partie du chantier des Granges. Donc, nous n'avons pas fait appel à un emprunt donc, pour cette opération. Monsieur Berlureau, à vous. Merci, Monsieur Espic. Donc, le compte administratif. Donc, d'abord, une projection des résultats du compte de gestion. Yannick, est-ce qu'on peut mettre un petit peu plus net la projection? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu flou. C'est Non, flou, là. ou c'est mes yeux qui sont flous. Je sais. C'est flou, là. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Ouais, nous on l'a bien, mais je trouve que là-bas c'est un petit peu plus flou. Bon, il n'y arrive pas. Bon, c'est un peu mieux. Bon, c'était pour montrer la conformité du compte de gestion et du compte administratif. Non, c'est pas terrible. Donc le compte administratif, la section donc en dépenses.
En section de fonctionnement, donc dépensé sur l'année 2017, 11 311 484,99. En section d'investissement, 3 659 002 44. Ah, là c'est beaucoup moins bien. Ah, juste avant. Voilà, super. Merci. Donc pour un total de dépenses de 14 970 487,43. En recettes, en section de fonctionnement, 11 357 283,24 et en recettes et en dépenses, en investissement, pardon, je vais y arriver, 3 239 707,98. Lors de l'exercice précédent, 2 reports avaient été faits. L'un en recettes de fonctionnement de 1 186 330,58 et un report en section d'investissement en recettes de 3 629 946,93. Donc un total global de recettes de 19 413 268,71. Donc un excédent global de clôture de l'année à 4 442 781,28. Au niveau des sections, on a un excédent de la section de fonctionnement d'un peu plus de 45 000 euros et un déficit de la section d'investissement d'un petit peu plus de 419 000 euros. Au niveau du fonctionnement, que faut-il retenir de cette année ? Globalement, des résultats supérieurs aux prévisions budgétaires, mais pour 2 raisons principales. La première, au niveau des impôts et taxes, la commune a perçu 7 303 002,35 et notamment 135 000 euros de plus sur les taxes additionnelles aux droits de mutation, qui sont une des recettes les plus dynamiques que l'on a sur la commune. Cette taxe est perçue par la commune à chacune des ventes immobilières qui se réalisent. Donc cette année, on a eu une évolution assez importante puisque nous avions prévu que 435 000 euros au budget et qu'on a encaissé 567 000 euros sur ces taxes additionnelles aux droits de mutation. Les résultats s'expliquent aussi au niveau des produits exceptionnels puisque 1 520 308,65 ont été constatés. Pourquoi ? Parce que les ventes de matériel et de biens s'écrivent, si on les prévoit au budget en investissement, on réalise la recette en fonctionnement. Et dans ces 1 520 000, il y a 1 510 000 qui correspondent à des ventes, 10 000 euros pour des ventes de véhicules et 1 500 000 pour la vente du terrain de la maison Treille. Donc la réalisation des recettes de fonctionnement par rapport aux prévisions budgétaires s'explique essentiellement par ces 2 points. Si on compare l'année 2016 et l'année 2017 au niveau de l'exécution, on est sur environ une baisse de 0,8% des recettes réelles de fonctionnement, avec 2 faits principaux. Le premier, eh bien, vous voyez que au niveau des impôts et taxes, malgré l'évolution importante de la taxe additionnelle aux droits de mutation, on est sur un niveau de recettes de fiscalité qui est quasi stable, à 0,8% près. Donc ça veut dire qu'on a aujourd'hui des recettes qui sont certes dynamiques, mais d'autres qui stagnent, voire diminuent. Donc c'est quand même un élément important à prendre en compte dans les évolutions à venir. Le second, vous le voyez, au niveau des dotations et participations, une baisse de 7,8%. Ce qui correspond à la baisse de la dotation forfaitaire de l'État. C'était la dernière année de baisse liée à la décision de la contribution des collectivités à la réduction des déficits publics. La dotation a baissé cette année de 150 000 euros par rapport à 2016. Donc c'est vraiment les chiffres les plus importants qui marquent et qui font que nos recettes réelles de fonctionnement sont stagnantes, je vais dire. Au niveau des dépenses, là aussi on est sur des prévisions, des réalisations qui sont plus importantes que le budgétisé. Là encore, parce que vous le voyez au niveau des dotations aux amortissements, 1 966 000 pour 455 000 prévus. Dans ces 1 966 000, on retrouve ces 1 520 000 euros qui correspondent à des écritures d'ordre pour constater la recette qui a été inscrite en fonctionnement
et que nous retrouvons et que nous constatons par une opération d'ordre en investissement avec un équilibre au niveau des dépenses d'ordre de fonctionnement. Au-delà de ça, deux autres événements ou deux autres écritures significatives. La première au niveau des charges à caractère général, où sur les 1 916 310 € inscrits au budget prévisionnel, seuls 1 798 978 € ont été dépensés. Donc on a une maîtrise grande de nos charges à caractère général. Ce qui nous a permis de compenser deux évolutions beaucoup plus importantes que ce que l'on avait prévu. Alors, effectivement, si on le regarde par rapport à la colonne BP plus DM, c'est équilibré, mais je vous rappelle qu'en cours d'année, nous avions inscrit une délibération budgétaire modificative pour pouvoir rajouter des crédits sur ces lignes-là, notamment sur les charges de personnel, où le réalisé s'établit à 6 310 817 €, mais aussi l'atténuation de produits pour 222 000 €. On retrouve l'évolution de ces lignes dans les dépenses réelles. Et quand on compare 2016 à 2017, effectivement, certes, les charges à caractère général ont baissé de 8,6%, mais vous voyez que les charges de personnel ont-elles augmenté de 4,8%. On reviendra un petit peu plus tard sur les raisons. Et aussi, un autre chiffre marquant, l'atténuation de produits qui augmente de 30%. Que retrouve-t-on dans cette atténuation de produits? La pénalité loi SRU et le fonds de péréquation intercommunal des ressources, qui est lié à la suppression de la taxe professionnelle. Donc là aussi, ce sont des dépenses qui augmentent fortement et qu'on ne maîtrise pas, puisque c'est des décisions essentiellement de l'État. Je vous rappelle que si la pénalité de la loi SRU a augmenté, ce n'est pas parce que la commune ne réalise pas assez de logements, au contraire, notre nombre de logements manquants diminue, mais les modalités de calcul ont évolué et la prise en compte n'est plus de 20% du potentiel fiscal, mais de 25% du potentiel fiscal dans le calcul. Dans la mesure où on a aussi un potentiel fiscal qui évolue à la hausse, la pénalité est passée de 100 à 130 000 € l'année dernière. Sur le fonds de péréquation, on avait prévu 70 000 au budget, 90 000 € nous ont été retenus sur ce fonds de péréquation. Donc ce qui fait qu'au final, malgré le travail qui est mené sur les charges à caractère général, les dépenses réelles ont augmenté entre 2016 et 2017 de 2,8%. Donc si on compare 2016 et 2017 et également au niveau de l'épargne, alors l'année dernière avait été un exercice assez exceptionnel puisque on avait pu conjuguer une forte baisse de nos dépenses avec une augmentation des recettes liées à l'augmentation de la fiscalité. Donc ce qui avait permis de dégager une épargne nette à 716 000 €. Cette année, on est à peu près à la moitié, à 385 000 €. Quand on a écrit le budget, je vous rappelle que l'épargne prévisionnelle était à 194 000 €. Donc malgré tout, on double l'épargne par rapport aux prévisions. Cette épargne permet d'autofinancer les investissements. L'évolution de l'épargne depuis 2013, alors vous le voyez, c'est vrai qu'en 2013 et les années précédentes, le niveau d'épargne dans la commune était très élevé et il s'est effondré sous un double effet. La baisse des dotations, l'augmentation des atténuations de produits qui ont fait perdre près d'1 million € à la commune. Depuis, un travail est mené sur les dépenses parce que vous voyez que les recettes, hors recettes exceptionnelles, et on le retrouve en 2017 avec la vente de la maison Treil, les recettes stagnent. Donc évidemment, pour dégager de l'épargne, il faut que l'on travaille grandement sur nos dépenses. Aujourd'hui, on a un niveau d'épargne d'environ 400 000 €, ce qui permet de réaliser un certain nombre d'investissements sur la commune. Ces investissements, vous les avez là. Alors, je ne sais pas si c'est très lisible. Le but n'était peut-être pas de lire toutes les lignes. Vous le savez, la commune a réalisé à peu près 50% des investissements inscrits, hors les granges et hors acquisition de terrain. Hors les granges, parce que c'est une opération un petit peu exceptionnelle qui se déroule sur 3 exercices budgétaires. Donc, cette année était l'année la plus importante en termes de facturation de travaux. Mais vous le voyez, il reste encore un peu plus d'1 million € sur cette opération, hors acquisition de terrain, parce que je vous rappelle qu'au niveau de l'écriture budgétaire, on avait prévu une enveloppe de 2 millions €
pour de l'acquisition de terrain en cas de nécessité, elle n'a pas du tout été mobilisée. Par ailleurs, plusieurs opérations n'ont pas été réalisées parce qu'on nécessitait des travaux, des études complémentaires, notamment pour les travaux que nous avions prévus au niveau de l'accueil de l'hôtel de ville ou des travaux d'agrandissement au niveau du centre technique. Enfin, la piscine de l'Union qu'on avait inscrit au budget, la commune de l'Union nous a interpellés pour nous dire qu'il n'aurait besoin des financements qu'à partir de 2018 pour la réalisation de ces travaux qui vont commencer cette année également. Donc au niveau des recettes d'investissement, donc vous l'avez vu tout à l'heure sur un déficit de 419 000 € de cette section, déficit qui était prévu puisque la collectivité avait fait le choix de ne pas mobiliser d'emprunt pour autofinancer intégralement ses investissements. Quand on prend les restes à réaliser, il y a à peu près 1 346 000 de restes à réaliser pour 280 000 € de recettes qui restent à percevoir, notamment ces subventions concernant les granges. Donc on est sur un déficit global de la section d'investissement comprenant les restes à réaliser d'1 066 087,11. Au final, si on prend le résultat de clôture 2017 en prenant en compte les restes à réaliser, au regard du déficit des restes à réaliser, on a un résultat cumulé à ce compte administratif excédentaire de 3 376 694,17 €. C'est la dernière. Y a-t-il des questions? Si ça ne vous embête pas, on fera nos remarques après le débat d'orientation budgétaire sur et le compte administratif 2017 et les projections pour 2018. Et non, il vaut mieux peut-être le faire maintenant parce que nous allons voter maintenant le compte administratif. Donc autant qu'on intervienne peut-être avant de le voter. Ça ne va pas changer le vote. Donc là, moi, je vais sortir, puisque je laisse la parole à M. Bab. Bien, mais, mesdames et messieurs, mes chers collègues, monsieur l'adjoint aux finances, c'est la première fois que je fais voter un compte administratif sans qu'il y ait de débat. Mais nous sommes en marche, donc les mœurs évoluent sûrement, c'est ça. Donc, qui est favorable à l'adoption de ce compte administratif, je vous invite à le manifester en levant la main. Vous notez, madame Hubac? Bon, je crois que vous pouvez baisser la main. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Avec les délégations attenantes. Très bien, mais je vous remercie. Le compte administratif est adopté à une large majorité. Nous allons rappeler madame Vézian, si elle n'est pas partie trop loin. Alors, affaire numéro 7, débat d'orientation budgétaire. Monsieur Espy. Comme nous l'avons fait pour le compte administratif, M. Berlereau va vous présenter donc sur PowerPoint le débat d'orientation budgétaire sur lequel j'espère que nous pourrons échanger donc tout à l'heure dans la globalité, si j'ai bien compris, compte administratif et débat d'orientation budgétaire. M. Berlereau. Merci, Monsieur Espic. Donc le débat d'orientation budgétaire est un débat qui a lieu... Hop, eh bien, il a disparu. L'euro, voilà. Et est un débat qui a lieu chaque année, puisque c'est quelque chose qui a été mis en place, là encore, par la loi d'administration territoriale du 6 février 1992 et qui a été complété par de nombreux textes, et notamment par la loi NOTRe qui impose maintenant
aux collectivités de plus de 10 000 habitants d'établir un rapport d'orientation budgétaire dont vous avez été destinataire. Ce rapport précise les orientations, prévoit un certain nombre d'évolutions et doit présenter l'évolution des dépenses et des recettes de la collectivité. Ce rapport doit être également adressé au président de Toulouse Métropole pour nous. Donc ce rapport d'orientation budgétaire et ce que je vous propose de présenter reprend les grandes lignes du rapport d'orientation budgétaire que vous avez vu, en partant des éléments de contexte nationaux, ah mince, je me suis trompé de document, pardon, c'est le rapport. Je ne vais pas vous projeter tout le rapport parce que sinon ça va être long. Donc il a bien disparu mon truc, hein. Hop, je vous le rattrape très rapidement. Voilà. Le compte administratif 2017, c'était pour mémoire, une analyse rétrospective 2013-2017 et les éléments de prospective pour 2018-2021. Alors, le contexte cette année est assez particulier pour l'environnement du budget 2018. Je ne parle pas du contexte européen et du contexte national et des différentes crises qui ont secoué nos territoires et qui ont contraint les collectivités à s'adapter, en tout cas aux États à s'adapter et aux collectivités de le suivre. Chaque année, le contexte du budget s'établit dans le cadre des lois de finances. Mais cette année, on a en particulier la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 qui a été votée au Parlement à la fin du mois de décembre. Cette loi de programmation voulue par le nouveau gouvernement nous apporte des éléments importants dans la construction du budget de cette année, mais surtout des budgets à venir. Pourquoi ? Parce que l'État a écrit clairement, on assiste à un changement de paradigme dans la construction et dans les relations entre l'État et les collectivités, puisque l'État nous dit aujourd'hui, et l'affiche clairement, aujourd'hui, je souhaite que les collectivités contribuent à la réduction de la dette publique, mais non pas par une baisse des dotations, mais par un mécanisme un peu plus complexe, en disant, aujourd'hui, moi, l'État, j'ai besoin de m'endetter parce que j'ai des grands programmes à mettre en œuvre, des grands investissements à faire, et donc j'ai besoin de m'endetter. Mais comme je suis soumis aux critères de Maastricht, et notamment à la limitation du déficit public à 3% du PIB, je vais faire financer cette dette par des excédents que vont me dégager les administrations publiques, autrement dit les collectivités locales et les syndicats. Donc je dis, je vais fixer une feuille de route de diminution de la part de la dette des collectivités dans le PIB. Et à partir de là, je vais décliner un projet qui prévoit de faire diminuer la dette de 1,1 point de PIB des administrations publiques locales. Au final, comment ça se traduit ? Ça se traduit par le fait que l'État va demander un effort de près de 19 milliards aux collectivités pour réduire la dette. Ces 19 milliards, l'État va les chercher essentiellement par une contrainte forte mise sur l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités. Cette évolution est fixée à 1,2% par an, inflation comprise. Donc quand vous vous retrouvez avec un taux d'inflation d'environ 1%, il reste très peu de marge d'évolution de ces dépenses réelles de fonctionnement. Et avec une deuxième contrainte qui va être de limiter le besoin annuel de financement des investissements en demandant aux collectivités de commencer, avant d'investir, par baisser leur encours de dette. Donc on nous demande, grosso modo, de ne pas investir plus que ce que notre épargne est capable de financer et de limiter notre taux d'endettement à 10 ans. Donc pour de très nombreuses collectivités, ça va avoir un impact fort. Dans notre cas, pour la commune de Saint-Jean, un petit peu moins, puisque en termes d'endettement, vous l'avez vu, il est quasiment nul. Par contre, pour Toulouse Métropole, avec qui on est en relation permanente, ça va avoir des conséquences un peu plus importantes. Aujourd'hui, la prospective menée par Toulouse Métropole sur son budget et l'établissement de son budget 2018
prévisionnel, donc on verra en fin d'année comment il a été réalisé. Ils sont sur une évolution des dépenses réelles de fonctionnement de 1,8%, donc au-delà des 1,2%. Et ils ont une trajectoire de dette, par contre, qui les amène sur des taux très importants, 7-8 ans, parce que, là, vous le savez, la métropole s'est lancée dans un vaste plan d'investissement avec le nouveau parc des expositions, avec l'aménagement du quartier Matabio et avec le financement du plan mobilité et l'aide et le soutien apporté à Tisséo qui va passer de 100 à 180 millions d'euros par an. Donc, si la Toulouse Métropole n'arrive pas à rester dans ces critères, il est fort probable que pour y rester, il fasse ou appel aux collectivités par la baisse des dotations, par la baisse des attributions de compensation, ou bien par une diminution des enveloppes voiries qui sont destinées aux communes pour le financement des travaux. Donc voilà le contexte global dans lequel se situe l'élaboration du budget. Concernant le compte administratif, donc j'y reviens pas sur les chiffres. Par contre, ce qu'il est important de noter, malgré tout, c'est qu'en termes financiers, l'épargne nette dégagée par l'exercice 2017 se monte à 384 000 euros. Et si on prend en compte les dépenses et les recettes réelles avec la vente de la maison Treille, on a quand même un résultat d'exercice qui est positif de 88 250 euros et qui vient améliorer le fonds de roulement en fin d'exercice. Alors c'est une notion qui est un petit peu abstraite, mais le fonds de roulement, c'est essentiellement la trésorerie dont bénéficie la collectivité pour pouvoir faire face à ces investissements à venir. Donc c'est un exercice qui, malgré tout, dégage une petite marge, et essentiellement parce que, et c'est ce qui était prévu dans le budget, la vente de la maison Treille permettait de faire face aux investissements à venir. Quand on regarde sur les 4 dernières années l'évolution des principales recettes, on s'aperçoit que, on le dit depuis un petit moment, la dotation forfaitaire est vraiment la recette qui est en très forte baisse, puisque la collectivité, la commune a perdu 750 000 euros sur cette dotation entre 2013 et 2017. Par ailleurs, vous le voyez, les autres recettes ont tendance à stagner, ou en tout cas évoluent vraiment différemment de celle-ci. Même si la taxe additionnelle aux droits de mutation augmente depuis 2014, elle n'a pas encore atteint le niveau de 2013, qui était à plus de 600 000 euros. Donc vous le voyez, les recettes réelles sont en diminution constante et depuis 2013. Si on regarde un peu plus près la fiscalité, on s'aperçoit qu'au niveau des bases de taxes d'habitation et des bases de taxes foncières bâties, depuis 3 ans, elles ont tendance à stagner. Elles ont tendance à stagner. Je vais pas aller plus loin. Ce qui a pour conséquence que malgré l'évolution des taux en 2016, le produit dégagé par cette fiscalité reste quasi stable et entre 2016 et 2017, la commune a même perdu 3 000 euros sur la fiscalité. Donc on a quand même des signaux qui, à ce niveau-là, ne sont pas très favorables. Alors, les explications sont aussi liées au fait que lorsque le PLU de la commune a été attaqué, il y a eu un atermoiement au niveau d'un certain nombre de constructeurs et de promoteurs qui ont fait qu'il n'y a pas eu de développement d'habitat nouveau sur la commune de Saint-Jean, ce qui a fait que les taxes et les bases de fiscalité, en tout cas les bases physiques, n'ont pas évolué, d'autant que la revalorisation légale des bases sur les 2 dernières années était, je vous le rappelle, 0,9% en 2015, 0,4% en 2016. Donc c'était quand même très très faible. Au niveau des dépenses réelles de fonctionnement, elles sont un petit peu plus fluctuantes, sont liées essentiellement aux évolutions de la masse salariale. Et depuis 2015, liées aussi au fonds de péréquation intercommunal
c'est la petite ligne rouge que vous avez tout en bas qui évolue petit à petit, puisque 2013-2014, au niveau des atténuations de produits, la commune n'en reversait pas. Aujourd'hui, on est à 222 000 euros. Donc si on ajoute la baisse de la dotation plus l'augmentation de cette atténuation de produits, c'est quasiment 1 million d'euros qui ont disparu des recettes de la collectivité. Et vous le voyez, aujourd'hui, les dépenses réelles en 2017 sont encore en deçà du niveau de 2014, même si elles avaient augmenté fortement en 2015, fortement diminué en 2016. Elles ont un petit peu augmenté en 2017. Cette évolution, on l'a dit, est essentiellement liée à l'évolution de la masse salariale. On l'avait prévu en début d'année, à l'écriture du budget, puisqu'on était touché par plusieurs décisions importantes prises par le gouvernement. La première, la revalorisation du point d'indice de 1,2%, qui certes a été étalée sur deux ans. Une première partie en 2016 et une seconde en 2017, mais à partir de février 2017, c'était vraiment 1,2% de revalorisation. Donc le coût de cette revalorisation pour le budget de la commune, c'est 286 000 euros. Deuxième phénomène, la mise en place du parcours professionnel carrière-retraite. Donc c'est une revalorisation de l'indice de rémunération des différents grades de la fonction publique qui a eu un impact sur les salaires et qui aura un impact malgré tout limité, mais qui aura un impact sur les retraites des agents de la fonction publique, qui a un coût de 51 000 euros. Et on l'a assisté, c'est ce qui a fait l'objet de la délibération budgétaire modificative en cours d'année. Nous avons eu un certain nombre de régularisations à faire auprès pour la rémunération des agents qui étaient en longue maladie, qui ont été reconnus en longue maladie et maladie longue durée en cours d'année, qui nous a coûté à peu près 53 000 euros. Donc sous ces éléments-là qui font qu'il y a une évolution très importante de la masse salariale. Bien que le nombre d'emplois et le nombre d'agents soient relativement stables au niveau de la collectivité. Malgré tout, on doit faire appel à de plus en plus de remplacements sur des agents qui sont en arrêt de longue durée, ce qui pèse toujours sur les contractuels présents au sein de la collectivité. L'année dernière, c'est à peu près 4 agents qui ont été embauchés pour des remplacements d'agents titulaires en arrêt. 4 agents tout au long de l'année. Je ne parle pas des remplacements ponctuels de 1 mois, 2 mois ou 3 mois. C'est vraiment 4 agents à temps plein qui sont venus remplacer des agents. Donc ça pèse forcément. Donc je ne reviens pas sur l'évolution de l'épargne. Donc effectivement, la diminution du niveau d'épargne de 1 598 000 à environ 400 000 euros s'explique en grande partie par cette disparition des 1 million d'euros que la commune a perdu entre la baisse des dotations et les atténuations de produits. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Au niveau des dépenses d'équipement, là aussi, ça fluctue en fonction des années. Et l'évolution 2016-2017 de ces dépenses d'équipement est liée essentiellement à la réalisation des granges, qui sont un équipement majeur. On est sur un niveau moyen de 230 euros par habitant de dépenses d'équipement depuis 2013 et avec un montant global de 12 millions d'euros dépensés en investissement depuis 2013. Ces investissements ont été financés à 14% par du FCTVA, à 16% par des subventions, à 24% par des cessions. Et donc les 46% qui restent proviennent de l'épargne de la collectivité qui a permis de financer ces investissements. C'est en tout cas prévu puisque c'était le projet qui était mené par la collectivité d'autofinancer le plus possible ces investissements et notamment l'équipement des granges. C'est pour ça que le fonds de roulement a diminué depuis 2013, puisque le financement étant essentiellement fait d'autofinancement, le fonds de roulement est passé de 7,3 millions à 4,9 millions entre 2013 et 2017. La contrepartie, c'est que la dette de la collectivité s'éteint et que sans nouvel emprunt d'ici 2020, l'endettement de la collectivité sera nul puisque la commune aura totalement remboursé sa dette. La dette s'élève à 222 000 euros pour la commune. 21 euros par habitant.
Alors, comment, à partir de ces éléments-là, comment peut-on se projeter sur 2018-2021? Un petit rappel, hein, lors de la réalisation de l'audit fin 2015, début 2016, le conseil municipal avait arrêté une trajectoire que je vous reprojette sur le 2016-2020 et 2016 avec une évolution des taux d'imposition de 5%, on partait sur un niveau d'épargne de 249 000 euros avec un emprunt de 200 000 euros. Je vous rappelle qu'en 2016, aucun emprunt n'avait été mobilisé, l'épargne nette s'était établie à 714 000 euros. Donc on avait fait mieux que ce que on avait essayé de travailler. On avait vu dans cet audit que 2017 serait une année un peu plus complexe parce que là encore, le dynamisme de la fiscalité n'était pas au rendez-vous et on prévoyait, alors dans ce scénario, hein, une épargne nette de 22 000 euros qu'on avait écrit au niveau du budget primitif, je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de 190 000 euros. Vous constatez qu'en 2017, sans avoir réalisé 1 million d'emprunts, on a un niveau d'épargne nette de 314 000 euros. Donc on est sur des temps de passage supérieurs par rapport à l'audit et à la prospective qu'on avait réalisée. L'objectif est de maintenir cette dynamique sur les années qui arrivent, avec sans évolution des taux d'imposition et avec une contrainte sur les charges de fonctionnement qui reste importante. Qu'est-ce qu'on sait pour 2018 ? Alors, on a commencé à faire des simulations au niveau de la dernière commission finance. Effectivement, on espérait pouvoir maintenir la dotation forfaitaire à 800 000 euros. Un petit outil mis à disposition des communes par l'Association des maires de France nous a permis de faire une première simulation où la dotation forfaitaire serait aux alentours de 770 000 euros. Pourquoi cette différence ? Si la dotation de la commune évolue, puisque sa population évolue, il se trouve qu'on a un potentiel fiscal qui est supérieur au potentiel fiscal moyen des communes de la même catégorie. Et à ce titre-là, eh bien, on a droit à un abattement de 45 000 euros de la dotation forfaitaire. Donc on gagne 18 000 euros, on gagnerait environ 18 000 euros avec l'évolution de la population, on en perd 45 à cause du potentiel fiscal de la commune, qui est supérieur au potentiel fiscal moyen des communes de même strate. Donc grosso modo, une perte de 30 000 euros encore sur la dotation forfaitaire. C'est à peu près ça. La poursuite de la baisse des aides de la CAF, hein, qu'on estime toujours à environ 30 000 euros, la revalorisation légale des bases de fiscalité de 1,012%. Alors, je le répète, la revalorisation légale des bases, cette année, n'est plus décidée par la loi de finances, puisqu'a été introduit l'année dernière un calcul pour la valorisation des bases. C'est-à-dire qu'on compare l'indice des prix homogénéisés entre novembre d'une année et novembre de l'année d'avant. Et la comparaison fait l'évolution légale de la base. Donc entre novembre 2017 et novembre 2016, cet indice des prix a augmenté de 1,012%. Donc on l'applique sur la revalorisation des bases. L'augmentation de 1% des produits et des services est une délibération qui est passée chaque année maintenant depuis l'audit sur une augmentation du niveau de l'inflation, et on parie sur une enveloppe d'environ 500 000 euros pour la taxe additionnelle au droit de mutation. Je vous rappelle que cette année, on a perçu 567 000 euros. Le dynamisme immobilier sur Saint-Jean ne se démentant pas, on peut estimer que cette enveloppe est réaliste. Au niveau des dépenses de fonctionnement, on prévoira une enveloppe prévisionnelle d'environ 30 000 euros pour le démarrage des granges. C'est un bâtiment nouveau. Oui, on va faire des économies par rapport aux anciens bâtiments qui étaient utilisés, mais le nouveau bâtiment est aussi plus grand, certes mieux isolé. Malgré tout, il y aura peut-être un peu plus de volume. On a une trajectoire qui a été prévue dans le cahier des charges du bâtiment. Il faudra le confronter à la réalité. Pour 2018, on aura une exonération des pénalités de loi SRU du fait de la moins-value réalisée sur la revente du terrain Belbèze qu'on avait acquis l'année dernière. Une légère réévaluation du FPIC aux alentours de 100 000 euros, hein, même si la loi de finances 2018 prévoit qu'il est stabilisé.
On va prévoir une enveloppe légèrement supérieure. C'est la notification du FPIC arrive au mois de fin juin, début juillet. On ne sait pas ce qui va tomber, mais on verra. Donc on partira sur une enveloppe d'environ 100 000 euros. Et en termes de masse salariale, nos premières données estiment l'enveloppe environ 6 270 000 euros. Alors effectivement, on enlève par rapport à l'exercice 2017 toutes les dépenses exceptionnelles auxquelles on a été confronté. Si on travaille à plus long terme, au niveau de l'évolution du produit fiscal, on est reparti du travail qui a été mené lors de l'audit. C'est le petit tableau que vous avez en bas. Je ne sais pas si vous le voyez. Quand on a réalisé cet audit, le cabinet avait travaillé sur l'évolution des bases au regard des constructions qui étaient en cours et des constructions à venir sur la commune. Et avait constaté et avait fait un calcul d'une évolution nette des bases de taxes d'habitation et de taxes foncières. Alors, de taxes d'habitation de 6,5% entre 2018 et 2017, de 2,2% entre 2018 et 2019, de 1,5% entre 2019 et 2020. Au niveau du foncier bâti, c'était de 5% entre 2017 et 2018 et un petit peu moins de 2% pour les années qui suivaient. Ça, c'était donc un travail qui avait été mené fin 2015, début 2016. Depuis, on a un certain nombre de programmes qui se sont décalés dans le temps. Notamment si on prend le programme là, qui est sur le chemin Belbès, dont on pensait qu'il sortirait début 2018, qui va sortir plutôt fin 2018, début 2019. Donc on a essayé de prendre en compte cette évolution et finalement ce glissement d'un certain nombre de produits, et on propose de travailler sur une évolution du produit fiscal en prenant en compte la revalorisation de 1,012%, donc de prévoir une valorisation physique de ces bases que de 2% entre 2018 et 2019, donc qui s'établirait à environ 3%, 2,5% entre 2019 et 2018, puis 2% les années qui suivent. La notification des bases aura lieu de toute façon aux alentours du 15-20 mars. C'est à peu près la période à laquelle on a les bases, et on pourra vérifier si la projection que nous estimons être réalisable le sera ou pas. Ce qui fait qu'avec cette évolution, on a quand même un produit fiscal qui pourrait évoluer de 3 528 000 à 3 870 000, donc presque 250 000 euros de produit fiscal supplémentaire, sans évolution des taux, ne serait-ce qu'avec l'évolution des bases de fiscalité. Donc quand on prend tous les éléments que je viens de citer, on travaille sur une prospective sur 4 ans avec une moyenne d'évolution des recettes et des dépenses. On essaye de travailler sur, vous le voyez sur les recettes, l'évolution des recettes, on est environ 0,6% d'évolution chaque année. Sur l'évolution des dépenses, on arriverait à tenir une trajectoire d'une évolution de 0,4% lissée, je dis bien, il y a puisque 2018 sera un peu plus important que les autres années du fait du démarrage des granges. Et vous le voyez, la prévision au niveau de l'épargne nette est une épargne qui évolue et qui se situerait sur les exercices à venir entre 450 et 500 000 euros. Si 2018, on a un petit pic, c'est essentiellement du fait de la suppression de la pénalité loi SRU, 130 000 euros, qui ferait qu'en 2018, il y a une amélioration plus importante de l'épargne nette. Au-delà de cet exercice, on a quand même une tendance qu'on peut dessiner à la hausse si nous maîtrisons nos dépenses de fonctionnement, et c'est l'objectif qui est le nôtre. Cette épargne nous permettrait de dégager de l'autofinancement pour les investissements. Dans les autres investissements à venir et qui sont projetés, programmés, d'abord il y a la terminaison de l'opération des granges, il reste environ 1 170 000 euros sur 2018, et programmer la rénovation d'Alex Jani, 2 100 000 environ, on a une étude qui est en cours.
Vous êtes engagé sur l'accessibilité PMR de l'ensemble des bâtiments de la commune sur un programme jusqu'en 2021 avec une enveloppe d'environ 200 000 € par an. La piscine de l'Union sur 2 ans, divers travaux et d'équipement et de rénovation du patrimoine. Donc on a une enveloppe de travaux d'environ 3 millions d'euros sur 4 ans. Et des premières études qui sont menées sur la rénovation de l'école du centre qui nous donnent une fourchette, je parle bien de fourchette, entre petite opération et plus grosse opération. Là, il y a tout un travail à mener entre 3 et 8 millions d'euros. Grosso modo, si la collectivité voulait réaliser l'ensemble de ce programme d'ici 2021, on est un peu dans de la politique fiction. Donc c'est un programme de 10 à 15 millions d'euros qui pourrait être réalisé. Vous voyez vite qu'au niveau du fonds de roulement de la commune, en 2020, ce fonds de roulement passerait dans le rouge. Cela nécessiterait un besoin d'emprunt à réaliser de 800 000 € minimum. Et avec la réalisation de cet emprunt en 2019 ou 2020, alors le fonds de roulement de la commune resterait au-dessus de zéro et s'établirait à environ 300 000 €. Ce qui n'est pas énorme, mais ça montre juste qu'au regard de la trésorerie de la commune et de ses capacités d'emprunt, l'intégralité du programme pourrait être réalisée financièrement, même si techniquement ça devient aussi très difficile de suivre tous les travaux en même temps. Dans ce scénario, on voit avec cet emprunt de 800 000 €, l'encours de la dette oui, augmente, mais resterait très limité puisque le taux d'endettement de la commune ne dépasserait pas les 2 ans. Et je vous rappelle que la moyenne, ou en tout cas on considère que les communes n'ont pas d'endettement ou sont très peu endettées si leur ratio de désendettement reste limité à 5 ans. Et que le niveau d'épargne brute, dans ce scénario-là, resterait lui aussi autour des 500 000 €, donc à peu près le niveau d'épargne que la commune a aujourd'hui. Donc c'est un scénario qui est financièrement et comptablement réaliste, techniquement qui est beaucoup plus complexe à mener. Donc en conclusion, cette année nous a permis de dégager un autofinancement qui a été supérieur aux attentes. Ce meilleur autofinancement a permis de mieux financer les investissements de cette année et de dégager un peu plus de marge pour les investissements de l'année prochaine. Mais je vous renvoie aux premières diapos où le projet de la loi de finances de programmation des finances publiques est plus contraignante. Et si on veut maintenir un niveau d'épargne important, du fait de recettes qui vont pas forcément évoluer de manière très importante, va nécessiter un travail important pour maintenir notre niveau de dépenses de fonctionnement à celui qu'il est aujourd'hui, pour pouvoir continuer à dégager des niveaux d'épargne importants pour poursuivre les investissements sur la commune. Merci à vous pour cette présentation qui a été très claire et très explicite et j'espère qu'elle me permettra à chacun d'entre vous d'avoir une vue d'ensemble sur les finances de la commune, sur les possibilités d'investissement que nous avons et donc après les choix qui devront être faits par rapport à ces possibilités. Mais je vous rappelle que nous avons une commune, vous l'avez vu, pratiquement pas endettée, très peu endettée, 220 000 € en 2020. Nous devrons, s'il n'y a pas d'emprunt supplémentaire, et il n'y aura plus de 1 € donc, que nous devrons. Donc, la porte est ouverte aux questions, aux explications. On vous donnera, on essaiera de répondre à toutes vos questions. Alors, merci M. Berlereau, vous avez été très explicite. Un peu long, moi. Enfin, moi je connaissais une partie du sujet, c'est normal. Hein. La majorité des conseillers communaux ne connaissaient pas. Donc merci pour cette présentation du compte administratif et du rapport d'orientation budgétaire, qui est très éclairante pour ceux qui veulent bien se pencher sur les chiffres. Nous apportons ici notre vision de la situation financière de notre commune, qui, vous le verrez, est légèrement différente de celle qui a été présentée. Les premiers chapitres, ça va être les constats par rapport, grosso modo, au compte administratif 2017 et puis à la partie rétrospective du début du mandat de Mme Vézian, 2014 jusqu'à 2017. Hein.
Comme vous l'avez dit, de gros chantiers sont nécessaires pour les Saint-Genès. Donc, vous l'avez listé, hein, la construction des granges, Alex Jany, la rénovation et la reconstruction de l'école du centre, le transfert du centre de loisirs, l'accessibilité PMR, la participation à la rénovation de la piscine de l'Union. Et j'en oublie. Du coup, nos réserves financières, M. Berlureau l'a bien démontré, vont baisser d'année en année et à ce rythme pourraient être épuisées d'ici la fin du mandat. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Berlureau. Mais je le disais également. Non, on est en fonction des investissements qui peuvent être envisagés. On est en phase. Attention. On est enfin, si ces investissements sont validés par la commune. De plus, hors événement exceptionnel ou subvention, ces réserves financières ne peuvent se reconstituer que de deux façons. Alors, j'ai événement exceptionnel, ce n'est pas un héritage. Si vous connaissez quelqu'un de votre famille qui a une fortune personnelle, qui veut bien faire de la commune son héritier, c'est possible, mais c'est quand même très particulier. Donc, il n'y a que deux façons pour reconstituer des réserves financières. C'est soit un transfert de la partie du résultat net du budget de fonctionnement vers le budget d'investissement, c'est ce qu'on appelle le fonctionnement normal et vertueux, soit par l'emprunt. Et l'épargne nette. L'épargne nette, c'est le transfert du résultat net du budget de fonctionnement vers le budget d'investissement. C'est le fonctionnement normal et vertueux. C'est pour ça qu'on demande à ce qu'il y ait un résultat net de préférence plutôt qu'un résultat négatif. Ou l'emprunt. Pour rappel, l'emprunt qui est très intéressant dans certains cas, mais génère également de nouvelles dépenses de fonctionnement, notamment sur le remboursement des intérêts. Ce qui vient encore plus compliquer le budget de fonctionnement. Problème, le résultat de notre budget de fonctionnement de notre commune ne permet quasiment plus de transfert vers le budget d'investissement. Car notre épargne nette est faible en 2017, 383 kg €. Hein, je parle en kilos euros parce qu'avec les centimes et tout ça, c'est un peu difficile. 383 kg € sur un total de dépenses, de recettes de 9,3 millions. C'est-à-dire grosso modo 4%. Ça veut dire que si vous étiez sur un particulier avec un salaire de 2 000 €, vous êtes à 4%, vous êtes à 80 € de résultat. Vous économisez 80 € par mois. Et cette épargne nette, et elle est en baisse constante depuis plusieurs années. Si vous vous rappelez bien, M. Berlureau l'a fait voir tout à l'heure, on était à 1,5 million fin 2013. Et les tendances... Mais depuis, nous avons 1 million d'aides de dotation de globale de fonctionnement en moins. Voilà. On va y Donc, revenir. on retrouve ce On va y million. revenir. Vous avez raison partiellement. Et cette épargne nette, aujourd'hui en 2017, elle n'existe que grâce aux impôts supplémentaires et non pas aux baisses des dépenses. Donc vous voyez, la situation est déjà plus contrastée déjà. Dit autrement, la commune a de moins en moins de moyens et ils ne sont plus à la hauteur de ses besoins ou de ses ambitions. D'un côté, hors événement exceptionnel, nous avons des recettes en baisse, moins 1% en 2017, je vous rappelle le rapport de M. Béger, et moins 2% depuis le début du mandat. Donc d'un côté, les recettes sont en baisse. Les seules recettes qui sont en hausse sont les recettes fiscales, suite à votre décision d'augmenter les impôts de 5% l'an dernier. Et les recettes issues des mutations de logement, M. Berlureau l'a démontré. De l'autre côté, par rapport à ces recettes, nous avons des dépenses qui, elles, sont en augmentation. Plus 2,7%. J'étais gentil parce que j'ai vu le chiffre de 2,8 sur ce débat, alors j'avais noté 2,7. Notamment celles concernant la masse salariale, car les décisions ne sont pas prises, comme vous le savez, au niveau local par la commune, mais au niveau national, et nous les subissons. Depuis le début de votre mandat, Madame Vivian, la commune a bien lancé des actions d'économie et de fonctionnement sur d'autres postes, les fournitures, l'organisation. Notamment suite à nos alertes sur ce sujet et à la réalisation d'un audit de fonctionnement. Ces résultats sont là. On le voit aujourd'hui. Les premiers résultats se font voir dans les postes charges à caractère général et autres charges de gestion courante. Nous nous en réjouissons. Mais ces gains ne jouent que sur un tiers des dépenses, un tiers autres charges, 2 tiers masse salariale. Et malheureusement, ils sont annulés, ces gains, par la hausse de la masse salariale. Le constat est simple. Depuis le début de votre mandat, le poste principal de dépenses du budget de fonctionnement ne baisse pas, et même en augmentation, et est non maîtrisé. Il s'agit de la masse salariale des salariés municipaux, alors les fonctionnaires territoriaux, les agents de droit privé et les remplaçants. Ce poste budgétaire représente quand même 67% du total du budget de fonctionnement. Je vous rappelle que la moyenne nationale de la strate, la moyenne des communes de taille identique, est de 58%. Notre commune se retrouve dans les communes les plus dispendieuses sur ce sujet. De plus, malgré nos alertes régulières depuis le début du mandat, le nombre de salariés municipaux ne baisse plus et est même en hausse en 2017. On est passé de 193 en 2016 à 196 en 2017, alors que la moyenne nationale de la strate est de 182. Cette situation, Madame le maire et Monsieur l'adjoint aux finances, est bien sûr le résultat de choix faits lors des mandats antérieurs, pendant des périodes moins contraintes financièrement. Malheureusement, vous n'avez pas agi au début de votre mandat et pas anticipé sur ce sujet. Les conséquences arrivent réellement cette année. Notre avis sur ce sujet est que, sauf hypothétique et nouvelles ressources financières, nous ne pouvons pas continuer ainsi. Or, nous sommes maintenant bloqués dans une sorte d'effet ciseau.
Vous envisagez maintenant de recourir à l'emprunt pour terminer le mandat. Nous appelons cela une fuite en avant. À la fin de votre mandat, sans action volontariste de votre part, les finances communales seront dans le rouge et vos successeurs, quels qu'ils soient, hériteront d'une situation financière sans aucune marge de manœuvre. Ça, c'est le constat 2014-2017. Et comme on nous reproche souvent l'opposition d'être critique et de ne pas faire de propositions, nous allons faire quelques propositions, si vous nous laissez terminer. Concernant le budget de fonctionnement, nous proposons donc de concentrer nos efforts dès cette année sur le principal poste de dépense, la masse salariale. Vous l'avez présenté tout à l'heure, M. Berlureau, une réelle opportunité se présente dès cette année, en 2018, avec des départs en retraite prévus pour les 3 prochaines années. Ne laissez pas passer cette opportunité. Bien sûr, une optimisation de la gestion RH sera nécessaire pour revoir l'organisation suite à ces départs. Et vraisemblablement, des embauches limitées resteront malgré tout nécessaires en fonction des besoins nouveaux qui sont nécessaires pour la vie de la commune et pour équilibrer la pyramide des âges des salariés municipaux qui est quand même un peu déséquilibrée. Ensuite, deuxième proposition, nous proposons prioritairement d'identifier et de réduire le coût de certains services municipaux. Un état des lieux de ces services serait à faire en corrélant leurs coûts et leur utilisation. Un choix devra être fait sur ces services communaux pour dégager des marges de manœuvre. 3 possibilités, soit réduire l'activité, soit les supprimer, soit les facturer à leur prix de revient. Ce choix pourra être fait par l'exécutif local, soit par un référendum participatif en consultant nos concitoyens. De telles mesures sont bien sûr difficiles à prendre, mais elles seront d'autant plus comprises et acceptées par nos concitoyens s'ils participent à leurs décisions. Et dernier chapitre, assez court, sur les propositions sur l'investissement, sur le budget d'investissement. Nous proposons bien sûr de prioriser et de phaser dans le temps les futurs grands projets de notre commune pour tenir compte de nos ressources maintenant limitées. De plus, nous ne sommes pas favorables à la souscription d'un emprunt qui viendrait compliquer encore plus l'équilibre du budget de fonctionnement, sans action préliminaire pour la réduction des dépenses. Souscrire à un emprunt à 1 an de la fin de ce mandat n'est pas très... Enfin, 1 an. 2 ans de la fin du mandat n'est pas très fair-play pour vos successeurs qui vont hériter de la situation. Enfin, nous devons intégrer dans tous les futurs travaux de construction et de rénovation des bâtiments communaux des équipements permettant des économies d'énergie, des panneaux solaires de production d'électricité par exemple, afin de baisser nos dépenses de fonctionnement et de favoriser la transition énergétique. Très bizarrement, nous ne comprenons pas pourquoi ce choix n'a pas été fait pour le chantier des Granges. Je vous remercie de nous avoir écoutés. J'ai été plus court que M. Berlureau, mais c'est normal. Je n'ai pas de slide, je n'ai pas de PowerPoint, je n'ai pas de directeur général des services à ma disposition, malgré la contribution des élus de l'opposition. Et nous espérons que nos remarques et propositions seront suivies d'actions. Je vous remercie. Je tiens ce texte à disposition de Madame pour intégration. Je vous l'enverrai par mail, ce sera plus simple. Je peux le convaincre M. Espic si ça vous intéresse. Ah oui, oui. Pour relecture à tête reposée. On a pris des notes. Non, moi, c'est vrai que chaque année, hein, depuis que je suis élue, on parle de cette masse salariale. C'est vrai que c'est un souci, mais on a ce problème-là. Mais Monsieur Durandet, le problème, c'est qu'on a, comme je vous l'ai dit, bon, vous avez parlé de la pyramide des âges, donc c'est vrai qu'on vous a dit que le personnel était vieillissant, mais pas tous quand même, heureusement. Mais aussi, on a pas mal de pathologies, et des pathologies très graves. Donc ces personnes, il faut les remplacer. Donc c'est vrai que la masse salariale est en augmentation. Mais bon, moi je ne peux pas demander plus au personnel. Des fois on ne remplace pas les départs à la retraite. Quand ils sont malades, on remplace pas à l'instant T. D'ailleurs au service scolaire, des fois ça commence un peu à monter, hein, la pression. Parce que c'est vrai que quand les personnes sont malades, de ne pas les remplacer tout de suite, elles ont le même travail, donc ça fait double charge pour le personnel restant. Donc c'est vrai que ce personnel restant aussi est fatigué. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas si un jour ce sera à notre place, Monsieur Durandet, mais je peux vous dire que c'est pas facile, parce que c'est de l'humain. On travaille sur de l'humain. C'est pas comme de bon, hein, changer un bureau de place ou c'est pas voilà. Donc nous travaillons sur de l'humain. Je peux vous dire que c'est très difficile et on fait des efforts, on essaye, mais là pour le moment c'est pas possible. La masse salariale, on ne peut pas y toucher. Enfin moi je n'y toucherai pas parce que il y a du monde, mais ce monde il le faut. On a des services, c'est un service public. On a donné une qualité, je pense que dans cette commune, comme vous dites, peut-être il faudra refaire des choix. Ça c'est vrai qu'on y réfléchit. On en a parlé à la commission finances. Ces choix, eh bien voilà, peut-être qu'on a donné une qualité de service qu'on
qu'on ne pourra plus tourner. Donc, à nous de réfléchir sur quel service on touche. Voilà. Mais franchement, sur la masse salariale, je peux vous dire qu'on a fait beaucoup d'efforts et je pense qu'on ne peut pas en faire plus parce que, de toute façon, on aura encore plus de malades, encore plus d'arrêts de travail et après, peut-être soit avoir des dépressions, des choses comme ça. Le burn-out au travail, on fait qu'en parler. Bon, c'est pas une mode. Je pense que c'est pas une mode. Chez certains, c'est quand même du travail. Voilà. Après, voilà, vous avez toujours entendu dire, on entend encore dans les municipalités, voilà, il y en a qui travaillent pas beaucoup. Bon, mais ça, c'est comme de tout. Hein, c'est des échos qu'on entend encore. Et ben, moi, je pense qu'on a du personnel qui travaille. Et voilà, bon. Ça, par rapport à ça, je ne peux pas vous dire. C'est important. Je sais que chaque année, vous nous dites la même chose, mais je vous assure qu'on fait des efforts. On a fait des efforts. On est en train de l'étudier. On a travaillé. Même on fait des. Céline, tu pourras en parler. Ce que tu fais, je vais te laisser en parler parce qu'elle a beaucoup de personnel par rapport aux écoles. Ce que tu fais au niveau des écoles, au niveau du personnel. Déjà par rapport à vos suggestions, le référendum, oui, c'est intéressant. On avait déjà fait, nous, à plus petite échelle, concernant les utilisateurs du péri et de l'extrascolaire. On avait fait passer déjà un questionnaire pour essayer d'accès. Donc, on essaie d'être au plus près des besoins, tout en ayant les contraintes. Donc, vos préconisations, on en prend bien note, mais bien évidemment qu'on le fait depuis le début du mandat. Tout ce qui a été dit lors de l'audit, on ne l'a pas pris comme lettre morte. C'est notre ligne de conduite aussi. Donc, bien évidemment que la gestion, comme dit Mme Vézian, la gestion du personnel, on a beaucoup de personnes en longue maladie, et ça, c'est une vraie problématique. Et on a beaucoup de mal, mais ça, c'est la fonction publique aussi, puisque c'est compliqué, c'est long. Administrativement aussi, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre et ça, aucun gouvernement pour l'instant ne s'en est saisi. Donc ça, c'est une réalité de terrain. Ensuite, on essaie de travailler effectivement avec tout le personnel pour essayer de mutualiser. On change les plannings, on est en train de revoir justement pour avoir un temps optimum de travail. On est passé au service au plateau, par exemple, au niveau de Pressac, pour essayer de limiter le nombre de personnel, tout en étant tout aussi efficace, puisque on peut le dire aujourd'hui, c'est un succès, autant pour les enfants que pour les agents. Donc tout ça, on essaie de s'inventer, parce que on n'a plus de possibilités, ça c'est une réalité aussi, c'est comme on a dit, c'est un contexte national, mais le but c'est vraiment de ne pas rester, on n'est pas sourd à tout ce qui se passe, ce que vous nous dites, bien évidemment qu'on l'a pris en compte depuis longtemps. Après, le service public, c'est quand même, c'est malheureux. Vous savez bien, pour les administrés, c'est quelque chose, jusqu'au jour où ça ne marche plus, où il n'y en a plus, c'est là où les administrés se rendent compte de la chance qu'ils avaient du service public aussi. Et on est en train de quand même vivre à notre époque la fin d'un service public tel qu'on l'a connu, avec ses qualités, avec tout ce qui cela impliquait, la facilité, la proximité pour nos administrés. Et il faut quand même essayer de lutter, parce qu'on est dans une ère où on est dans la gestion, ça on le sait très bien. Maintenant, les communes, c'est de la gestion financière, et ça va être très très compliqué pour les futurs élus, effectivement, de mettre en œuvre des politiques qui ont été portées pendant des années, qui ont eu des valeurs. Et j'avoue que même l'avenir et le rôle des élus au niveau des communes va être complexe parce qu'on n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre. La politique, dans le sens noble qu'on a connu, ça va être compliqué, ça va être qu'une histoire de chiffres. Voilà, donc moi je vais intervenir sur quelques points. Donc, Monsieur Durandé, vous disiez, alors j'ai apprécié vous apporter des solutions radicales. Et à ce jour, politiquement, nous avons décidé de maintenir les services que nous apportons à nos concitoyens sur la commune. Voilà. Ça représente une masse salariale qui est importante, mais nous l'assumons pleinement parce que nous sommes persuadés que ces services sont primordiaux pour les Saint-Jeanais. Mais les moyens, Monsieur Durandé, quand on autofinance une réalisation comme les Granges, 5 millions d'euros, allez voir dans les communes avoisinantes. Moi, j'ai la chance d'être à la commission des finances à Toulouse Métropole. Quand je parle avec mes collègues de cette réalisation, ils me disent comment vous avez fait à Saint-Jean pour autofinancer une opération de 5 millions d'euros. À ce jour, nous sommes incapables de le faire, et même des communes plus importantes que les nôtres.
Alors donc, si maintenant nous avons d'autres projets et nous les avons, nous faisons un appel à l'emprunt. Nous sommes la commune de Toulouse Métropole, je crois que nous sommes pratiquement la moins endettée, où il y en a une peut-être qui est encore un petit peu moins endettée que nous. Après, les autres sont largement endettés. On peut s'endetter jusqu'à 10 ans de remboursement par rapport à l'épargne brute. À ce jour, nous sommes, même si nous faisions un emprunt de 800 000 euros, nous serions à moins de 2 ans. Donc, il ne faut pas dire l'emprunt est quand même l'avenir. Si on a des projets d'investissement, et plus ça ira, plus les communes seront obligées de faire à l'emprunt en fonction de leurs possibilités financières de remboursement. Mais nous avons la chance de ne pas être endettés, donc nous pouvons emprunter, mais nous pouvons porter des réalisations. Parce que ce que nous avons fait, l'opération des Granges, c'est 5 millions d'euros d'autofinancement. Ce n'est plus envisageable à ce jour. Voilà. Donc, quand vous dites qu'on n'a pas les moyens de nos ambitions, là, je suis totalement en désaccord avec vous, parce que cette opération des Granges, elle est magnifique, et les opérations qui vont venir, là, on va quand même investir, si tout se passe bien, 1,5 million ou 2 millions sur Alexjani, voilà, et ensuite, on a le gros projet de Belbèze. Et un gros projet de 5, 8 millions, peu importe, bien sûr qu'il faudra faire appel à l'emprunt. Et nous avons les moyens de le faire. Vous parlez de la masse salariale au niveau des villes de même strate. Là aussi, c'est toujours à nuancer. Pourquoi? La moyenne est calculée, on en a parlé plusieurs fois. Vous y revenez, c'est très bien, je vais rappeler la même chose. 50% des communes donnent à l'extérieur, en gestion extérieure, tout le périscolaire. Donc ça ne rentre pas dans la masse salariale. Et les autres, comme nous, gérons en interne tout. Donc, il est difficile de prendre en compte ce type de chiffres, parce que bien sûr que si nous sortions, nous, le périscolaire, on serait peut-être à 55% de notre budget de fonctionnement pour la masse salariale. Donc vous parlez d'éléments, mais comparons ce qui est comparable. Voilà. Donc ça, là aussi, c'est un choix politique que nous assumons. Nous avons préféré gérer donc tout ce qui était périscolaire en interne. Nous l'avons fait, ça amène un ratio de masse salariale un petit peu plus élevé, beaucoup plus élevé que les communes qui l'ont donné donc aux associations. C'est certain. Ensuite, où c'est qu'elle était? Voilà, des relations importantes, je vous l'ai dit. Oui, moyenne masse salariale. Alors, là aussi, on parlait du nombre de personnes, de personnel au niveau de la collectivité. Il faut savoir que nous avons stagiairisé cette année 5 agents. Okay. Pourquoi nous avons une petite augmentation? Nous avons eu 3 agents qui ont été reconnus en longue maladie en début d'année, que nous continuons à rémunérer et qui sont toujours dans nos effectifs, que nous avons été obligés de remplacer. Voilà donc la différence. Et ce que disait tout à l'heure Madame le maire, c'est vrai que si nous voulons continuer à apporter ces services, à ce jour, notre marge de progression au niveau du personnel, il n'y en a plus. On est allé au maximum des personnes qui sont usées, qui travaillent beaucoup, qui tombent malades, parce que la moyenne d'âge, en particulier de beaucoup d'agents qui sont dans les écoles et des agents d'entretien, est élevée. Et ça, on ne peut rien faire. Voilà, on ne peut rien faire. Ces personnes ont le droit d'arriver à la retraite tranquillement. Elles sont chez nous, nous allons les garder. Et à ce jour, on ne peut pas, honnêtement, les gens sont au bout du rouleau et on ne peut pas aller plus loin. Donc ça, et honnêtement, dans le contexte d'un chômage fort tel qu'il est actuellement, embaucher, je pense, est quand même plutôt un acte politique valorisant. Donc, quand nous en avons besoin, continuons à faire travailler ces gens et continuons surtout à apporter les mêmes services. Voilà. Mais je disais, où je suis en désaccord total avec vous, ne dites pas que la commune n'a pas les moyens de ses ambitions. La commune a toujours montré depuis des années que nous avons un budget investissement par rapport à d'autres communes beaucoup plus important que beaucoup d'entre elles. Regardez ce qui est fait sur la commune de Saint-Jean et regardez notre taux d'endettement. Et après, voilà, quand vous nous direz, vous n'investissez plus, on n'a plus de capacité d'emprunter, etc., je pourrais comprendre des remarques désobligeantes. Après, que vous ameniez votre point de vue, vous voulez supprimer des services, pourquoi pas? Ça peut être, c'est un choix politique, hein, mais à ce jour que nous ne partageons pas, parce que je crois que la commune, nous arrivons à maintenir ses services et à continuer à investir. Donc, pour nous, c'est cette politique que nous allons continuer à mener. Merci. Monsieur Cousy. Si je peux, excusez-moi 2 petites secondes. J'avais pas prévu de réagir, mais suite à l'intervention de M. Durandet, on avait déjà eu un petit débat l'année dernière, et
j'avais cru comprendre qu'il fallait attendre 2020 pour avoir d'éventuelles solutions. Donc là, je vois qu'il y a déjà des débuts de solutions proposés. Alors, effectivement, sur le nombre d'agents, quelle aubaine. En 3 ans, quand même, 29 personnes. Je comprends que c'est vraiment une très belle aubaine pour vous, parce que 29 personnes sur un effectif qui est sur la liste 139, je vois, de postes pourvus. Quelle aubaine, effectivement, de ne pas remplacer autant. On pourrait, effectivement, se débarrasser de telle ou telle personne dans tel ou tel service, et ça pourrait, effectivement, représenter linéairement quelques baisses à la marge, à droite à gauche, pourquoi pas. Maintenant, j'aimerais savoir dans quelle filière, dans quel service, hein. Qu'est-ce que ça représente, au juste. Et puis, sur les 29, combien disparaîtraient? Échappé que je ne suis pas maire de Saint-Jean et que je ne suis pas adjoint aux finances et que je ne suis pas en charge des ressources humaines de la commune. Donc déjà, je ne peux rien faire moi, pour ça, premièrement. Allez jusqu'au bout. Toujours des propositions dans le vague, mais allez jusqu'au bout. Nous avons, en tant qu'opposants à Saint-Jean, un certain nombre d'idées, un certain nombre de constats qui s'appuient sur des chiffres factuels que nous n'avons pas inventés, qui sont issus des comptes administratifs de la commune. Et qui sont issus de données publiques de la commune. Nous nous appuyons dessus pour faire des constats et pour faire des propositions. Oui, moi je voudrais revenir sur le personnel. Je crois que le personnel, ce sont des humains. Et là, j'ai l'impression qu'on parle de chiffres sans humains. Je m'étais exprimé en réunion plus restreinte sur ce sujet-là. La retraite qui est passée de 60 à 62, 63 ans, ça ne pèse pas sur les épaules des agents qui travaillent aujourd'hui. Chacun de nous ici, et moi, un trop grand nombre d'entre nous, je dirais, mais ce n'est pas que j'en veux, sont à la retraite, et ça veut bien ce que ça veut dire, que quand on arrive à la soixantaine, y compris quand on est derrière un bureau, combien ça pèse. Ça pèse énormément. Ensuite, moi j'ai pu constater le long de ma carrière professionnelle, mais je constate aussi ailleurs, c'est que y a gain de productivité, mais on en demande aux gens toujours de plus en plus. Et forcément, il arrive un moment, les agents sont des êtres humains, et le corps, il ne contrôle pas si tout d'un coup, il est malade, à force d'avoir trop tiré là-dessus, il arrive ce qu'il arrive, et ça conforte malheureusement ce que dit Madame le maire, c'est qu'on a des agents avec des grandes pathologies, et les grandes pathologies, des fois, elles sont dues à cette activité professionnelle qu'on a eue de plus en plus intense. Et on parle de la mairie de Saint-Jean, mais si vous regardez sur le plan national, c'est les mêmes problèmes partout. Dans tous les secteurs de travail, aujourd'hui, se posent ces problèmes-là. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est la conséquence aussi des politiques qui ont été menées depuis des années, où on a mis donc la retraite qui monte de plus en plus, dont les gens qui travaillent, les gens qui travaillent de plus en plus, avec des tâches de plus en plus, même si c'est des nettoyages aujourd'hui, il y a des machines, oui, mais les machines, il faut les faire fonctionner, il faut les tenir, elles pèsent aussi, et on emploie aussi, on n'en a pas évoqué, mais dans certains endroits, enfin, pour le nettoyage, on emploie aussi des produits qui sont de plus en plus toxiques, quand même si on peut dire qu'il y a des précautions, tout ça, les produits de nettoyage aujourd'hui ne sont pas inoffensifs. Alors peut-être dans 20 ans, on nous parlera qu'il y a des problèmes de ci, de là, mais c'est aussi la conséquence aujourd'hui, si des agents ont certaines pathologies, peut-être, regardez l'amiante, c'est sorti combien d'années après ? Donc, qui sait qu'aujourd'hui, que les produits qui sont utilisés ne sont pas nocifs et ne seront pas nocifs à la chose. Et moi, je trouve que l'humain, ici, quand on parle de poste, je voudrais aussi qu'on mette l'humain un peu plus dans un contexte, pas simplement à la tâche derrière, il faut servir à la cantine. C'est tout un contexte. Voilà ce que j'avais à dire.
Thérèse. Monsieur Bapt. Oui, Monsieur Durandé, c'est très intéressant le texte qu'il nous a donné, les propositions qu'il a faites. Mais je crois que vos propositions, elles sont dans le droit fil de votre philosophie par ailleurs, et des positions que vous avez prises en dehors du contexte municipal proprement dit. C'est-à-dire qu'elles sont dans le droit fil de la pensée libérale. Vous voulez maîtriser le budget en pointant les dépenses de personnel, d'une part, et les dépenses attenant au service public, d'autre part. Voilà. Les dépenses de personnel, bon, ils viennent d'en être longuement parlé, avec la difficulté que nous avons d'assumer le traitement des agents en fonction de considérations qui nous échappent, puisque les règles en sont fixées ailleurs qu'ici, et par le gouvernement ou la loi de finances. Et deuxièmement, enserré dans ce que certains considèrent comme un carcan, mais qui est une réalité, le statut de la fonction publique territoriale, et qui fait que notamment les personnes en maladie continuent à être rémunérées longuement, malgré le fait qu'au bout d'un certain temps, la mutuelle à laquelle nous participons prendra en charge la moitié simplement du salaire. Quant à supprimer un certain nombre d'éléments de service public, moi je suis toujours fier d'avoir apporté des éléments supplémentaires de service public local à Saint-Jean, et que ça a été continué avec le mandat de Madame Vézian. Alors vous pouvez effectivement supprimer certaines fonctions. Vous pouvez supprimer par exemple le transport gratuit pour les personnes âgées que opère notre service social et qui mobilise 1 à 2 agents, plus des frais de fonctionnement par ailleurs. Vous pouvez supprimer des choses qui ne sont pas régaliennes pour les fonctions municipales. Par exemple, le service prévention jeunesse. Vous pouvez toujours comprimer les effectifs aussi du centre social. Vous pouvez essayer de faire en sorte que il y a peut-être moins demain, notamment sur le secteur social, puisque le secteur éducation, on est très très enserré aussi par les nécessités réglementaires et de service. Vous pouvez toujours essayer de restreindre les personnels qui sont dans l'administration. Voilà. Mais ça, c'est donc la tarte à la crème, en quelque sorte, des libéraux. Mais moi, je voudrais dire que vous avez quand même péché gros lorsque vous avez dit « Attention, le danger, ça serait d'emprunter ». La chance qu'a notre commune, et il faudra le faire passer dans notre population, c'est qu'on est pratiquement à dette zéro. Et que donc nous avons des capacités, si c'est nécessaire, d'emprunter. M. Berlureau a même dit tout à l'heure qu'il y avait un emprunt que nous avions prévu, que nous n'avons pas mobilisé, grâce au fait notamment que l'affaire de la ruine que nous avions à côté de la mairie se soit résolue, et que donc nous ayons encaissé cette recette. Mais nous avons une énorme chance de ne pas être endettés. Et vous présentez comme un danger le fait qu'on ait une capacité d'endettement extraordinaire. En ce qui concerne les frais de fonctionnement, puisqu'on n'a pas parlé du compte administratif, il suffit de reprendre la page 3 là, du dossier, qui montre que les dépenses réelles de fonctionnement par rapport à la population sont inférieures à Saint-Jean que dans la moyenne de la strate, auquel vous vous référiez tout à l'heure. 869 € simplement, contre 1100 € la moyenne de la strate. Par contre, le produit des impositions directes, c'est-à-dire l'impôt que nous prélevons sur les contribuables saint-jeanais, il est inférieur à la moyenne de la strate, à 316 € contre 567 €. Les dépenses réelles de fonctionnement par la population, alors certes, nous avons un pourcentage, mais le pourcentage, c'est par rapport à une enveloppe. Le pourcentage est peut-être élevé en ce qui concerne les frais de personnel, mais les recettes réelles de fonctionnement par rapport à la population étant inférieures à la moyenne de la strate, par contre, les dépenses réelles de fonctionnement par rapport à la strate, elles sont à peine supérieures à la moyenne de la strate. C'est donc que nous avons un budget qui est très équilibré, avec, je le rappelle, des taux d'imposition directe qui sont inférieurs aux communes de notre même strate. Alors, on va
discuter sans doute à perte de vue de vos propositions, des efforts qui sont à faire. Moi, je voulais simplement dire que je suis moins qu'autrefois, par la force des choses, ce qui se passe dans les lois de finances de l'État et au Parlement. Mais ce que je note, c'est que la grande mesure que l'on nous a annoncée avec la stabilisation de la DGF en 2018 par rapport à 2017, c'est en quelque sorte compensé, ça fera des économies pour l'État, au fait que nous serons pointés et nous serons pénalisés parce que nos dépenses de fonctionnement, très certainement, seront supérieures à la norme qui a été indiquée tout à l'heure par M. Berlureau, c'est-à-dire l'inflation plus les 0,2, je crois, c'est ce qui a été fixé par la loi de finances. Et donc je pense que, à cet égard, les bons élèves sont mal récompensés. Et on nous dit, on va faire des économies et faire participer donc les collectivités locales à la prise en charge de la dette, puisqu'il y a les critères de Maastricht. Mais une commune comme nous, on ne participe pas du tout à la dette des collectivités locales. Et donc, au contraire, on devrait être récompensé, on devrait être un bonus. Malheureusement, on ne l'a pas. Alors, il faudra peut-être présenter un amendement l'an prochain pour que les communes comme nous, qui ne participons pas du tout à la dette nationale des services publics et de l'ensemble des collectivités publiques, soient récompensées. Merci. Bon, je voudrais vous remercier quand même pour ce débat, voilà, ces échanges. Et remercier aussi tous les services, les cadres et tout pour le travail que vous avez fait et mon adjoint aux finances. Merci Bruno. Donc là, il n'y a pas de vote. Donc on va passer à l'affaire numéro 8, admission en non-valeur. Monsieur Espy. Par courrier explicatif en date du 4 janvier 2018, Monsieur le Trésorier de la commune propose d'admettre en non-valeur, conformément aux articles L 21-21-17 et L 21-21-29 du Code général des collectivités territoriales, les titres joints à la présente délibération pour un montant total de 110,40 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'admettre en non-valeur les titres présentés, dont le montant total s'élève à 110,40 € et d'inscrire cette somme en dépenses dans le budget 2018, compte 6541. Des questions? Donc, je vous demande de passer, on vous propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Ressources humaines, affaire numéro 9, recrutement d'un agent administratif contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. Vous voyez encore un cas où, justement, une personne qui est malade. Donc, il est nécessaire de procéder au recrutement d'un agent contractuel dans le cadre des adjoints administratifs pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité pour une période de 6 mois, 12 mois maximum pendant une même période de 18 mois, allant du 5 mars 2018 au 31 août 2018 inclus, pour exercer les fonctions d'assistant régie à temps complet. La rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice brut 347 du grade de recrutement. Donc, il est proposé au conseil municipal de procéder à ce recrutement et d'inscrire les crédits au budget 2018 de la commune. Question? Par rapport à l'accroissement d'activité, alors je regarde, c'est les fonctions d'assistant régie à temps complet. Or, la période que vous proposez inclut le juillet-août. On a très peu de spectacles en juillet-août. Oui. Alors, ce n'est pas la régie culture, c'est la régie au périscolaire, péri-extrascolaire. Donc, juillet-août, on a... Et oui, mais je comprends. Il y en a des régies. Mais bon, c'est celle-ci, parce que nous avons déjà un poste qui n'est pas pourvu depuis un moment, et on a fait justement des remplacements pour pouvoir assurer. Et on a aussi une obligation d'avoir 2 personnes pour cette régie, puisque c'est une des plus grosses de la mairie. Et on a des contraintes avec le trésor public. Donc le juillet-août, c'est nécessaire aussi parce qu'on a tous les dossiers d'inscription, puisque cette personne les rentre aussi dans notre base logicielle. Et ensuite, on fait déjà les préinscriptions durant l'été pour la rentrée. Alors, on aurait dû peut-être spécifier scolaire, oui. Vous savez que c'est une régie quand même importante, de plus 500 000 € quand même. Hein. Voilà, donc nous allons passer, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des abstentions. Alors, 5 abstentions. Monsieur Durandet, Madame Kailov, Madame Flores, Madame Leflat et Monsieur Sol. Donc, c'est approuvé à la majorité avec 5 abstentions. Je vous remercie.
Affaire numéro 10, recrutement de 2 agents techniques contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. Donc, il est nécessaire de procéder au recrutement d'un agent contractuel dans le cadre des adjoints techniques principaux deuxième classe pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité pour une période de 11 mois, 12 mois maximum, pendant une même période de 18 mois, allant du 1er mars 2018 au 31 janvier 2019 inclus. Cet agent assurera les fonctions de responsable informatique à temps complet. La rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice brut 430 du grade de recrutement. De plus, il est nécessaire de procéder au recrutement d'un agent contractuel dans le grade des adjoints techniques pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité pour une période de 12 mois maximum pendant une même période de 18 mois, allant du 9 avril 2018 au 8 avril 2019 inclus. Cet agent assurera les fonctions d'agent polyvalent chargé des installations, plomberie, sanitaire et thermique à temps complet. La rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice brut 352 du grade de recrutement. Donc, il est proposé au conseil municipal de procéder à ces recrutements et d'inscrire les crédits au budget 2018 de la commune. Des questions? Donc, nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Alors, 5 abstentions. Monsieur Durandé, Madame Mikhailov, Madame Flores, Madame Leflat, Monsieur Sol. Donc, c'est approuvé à la majorité avec 5 abstentions. Je vous remercie. Affaire numéro 12. Non, pardon, excusez-moi. Affaire numéro 11, modification du temps de travail hebdomadaire de 2 postes à temps non complet. Donc, suite à la réorganisation des plannings des agents du service entretien et restauration, il s'avère nécessaire de modifier la durée hebdomadaire du temps de travail de 2 adjoints techniques territoriaux, actuellement sur une quotité horaire hebdomadaire de 28 heures. Leur nouveau poste nécessite un passage à 30 heures hebdomadaires. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur la transformation des postes sous-énoncés et d'adopter en conséquence le nouveau tableau des effectifs annexé à la présente. Des questions, Madame Flores? Oui, sur la raison de ce passage de 28 à 30 heures, on pourrait penser que c'est à cause de l'absentéisme, des longues maladies, mais comme M. Berlureau nous a expliqué tout à l'heure que les personnes en longue maladie étaient remplacées, alors, est-ce que c'est pour cette raison ou est-ce qu'il y a eu un accroissement d'activité Alors, on a réorganisé les plannings, comme vous avez dit, justement avec les organisations de services au plateau, etc. Et pour éviter des recrutements, puisqu'on a eu des agents qui sont revenus depuis de longues maladies avec des postes qui sont aménagés. Donc, qui disent postes aménagés disent qu'ils ne peuvent pas faire toutes les missions. Donc, pour éviter justement d'ouvrir un nouveau poste ou on a juste essayé de voir avec ces 2 heures supplémentaires si on pouvait faire fonctionner. Et c'est efficient, donc on a proposé d'augmenter ces 2 contrats-là. D'accord, merci. C'est le problème de ces postes aménagés. Des fois, on se demande, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur faire, et parce qu'on a quand même des conditions par rapport aux médecins du travail qui sont assez lourdes, et c'est là où c'est pas facile, Monsieur Durandé. Je vous assure que c'est ça, les postes aménagés. Des fois, même au service technique, on pourrait vous en parler. C'est des fois difficile. Hein. Donc là, nous allons passer. Ça a été voté, excusez-moi si j'ai la question. Donc on a l'affaire. Ça n'a pas été voté là? Ah non? Ah non. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Affaire numéro 12, taux de promotion, avancement de grade. Monsieur Bapt? Alors, vu l'avis positif du comité technique, il est proposé au conseil municipal de fixer le taux de promotion applicable au sein de la collectivité à l'ensemble des agents remplissant les conditions requises pour pouvoir bénéficier d'un avancement au grade supérieur à 100%. L'autorité territoriale restant libre de procéder ou non à l'inscription d'un agent promouvable sur le tableau annuel d'avancement. Des questions? Donc, on passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, urbanisme, point 6, affaire numéro 13, bilan décession, acquisition de l'année 2017. Michel Frances.
Oui, le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2241.1, impose aux communes de dresser un bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières. Donc j'avais déjà présenté ça en septembre 2017. Donc le bilan des cessions, c'est la vente donc, de la maison Treille à Pitch Promotion pour 1 500 000 €. En ce qui concerne le bilan des acquisitions immobilières, j'en avais parlé également, c'est toutes les parcelles qu'il y a autour d'Intermarché, donc pour l'euro symbolique, et donc le conseil municipal est invité à prendre acte du bilan présenté ci-dessus. Donc il n'y a pas de vote pour ce point. Donc affaire numéro 14, déclaration préalable au nom de la commune en vue de procéder à la rénovation des façades de l'école élémentaire de Pressac. Michel Frances. Donc un marché a été lancé afin de réaliser des travaux de ravalement de façade à l'école élémentaire de Pressac. Dans le cadre de ces travaux, les façades de l'école Pressac vont être rénovées et conformément à l'article R 421-17 du Code de l'urbanisme. Ces travaux de ravalement de façade, donc ces modifications d'aspect extérieur d'un bâtiment existant, il y a lieu de déposer une déclaration préalable. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à déposer le dossier de demande de déclaration préalable au nom de la commune, à signer le formulaire de demande au nom et pour le compte de la commune, et ce, en vue de réaliser des travaux de ravalement des façades de l'école élémentaire Pressac, et à signer tout autre document relatif à cette affaire. Y a-t-il des questions? Donc, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Éducation. Affaire numéro 15, modification de la convention annuelle de mise à disposition de moyens municipaux aux associations. Je donne la parole à Chantal Araud. Considérant qu'il doit être porté à la connaissance de tous les utilisateurs de salles ou équipements municipaux les conditions de mise à disposition relatives à la sécurité incendie, la délibération du 30 mars 2015 approuvant la convention annuelle de mise à disposition de moyens municipaux doit être modifiée. Le conseil municipal est invité à autoriser Madame la maire à prendre toute mesure tendant à la mise en œuvre de la présente délibération. Des questions? Donc, nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Affaire numéro 16, règlement intérieur applicable aux mises à disposition de salles municipales. Madame Araud. Considérant qu'il convient d'apporter des modifications au règlement relatif au fonctionnement des mises à disposition de salles municipales, il est proposé de modifier le règlement approuvé par le conseil municipal du 10 octobre 2016. Ces précisions portent notamment sur les points suivants. Une nouveauté, la mise en place de la réservation de salles et ou de matériel en ligne via le portail web Association GMA à partir du 3 avril 2018. Les responsabilités des occupants en termes de sécurité incendie des salles mises à leur disposition pour être en conformité avec les recommandations des services compétents. Le conseil municipal est donc invité à se prononcer sur l'adoption du nouveau règlement intérieur applicable aux réservations de salles municipales. Des questions? Donc, nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Affaire numéro 17, adoption du règlement intérieur de la médiathèque ludothèque. Madame Moretto. Il s'agit de la mise en œuvre du fonctionnement de la médiathèque ludothèque pour tout ce qui est prêt, usage, responsabilité des usagers au sein des granges. Donc, vous avez le document joint à la note de synthèse. Donc, il est donc proposé ce soir d'adopter ce règlement intérieur et d'autoriser Madame le maire à prendre toute mesure pour la mise en œuvre de la présente délibération. Des questions? Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Affaire numéro 18, tarification des spectacles, animations et ateliers organisés par la médiathèque et la ludothèque, ainsi que par le service culture. Madame Picard. Merci, Madame la maire. Dans le cadre de l'ouverture des granges, il est proposé de modifier les tarifs culturels de la manière suivante. Maintien des tarifs des spectacles dans une fourchette allant de 1 €
à 35 €, tarification de certaines animations et certains ateliers, écriture, plastique, jeux, payant dans une fourchette allant de 1 € à 20 €, et gratuité pour les enfants et les professionnels des établissements d'accueil de jeunes enfants de Saint-Jean et les enfants seulement accompagnés par les assistantes maternelles de Saint-Jean, gratuité pour les usagers du centre social, tarification de 0,50 € par carte en cas de perte et ou de remplacement de cartes d'usagers à la médiathèque et à la ludothèque. Il est donc proposé au conseil municipal de se prononcer sur cette proposition et d'autoriser Madame le maire à prendre toutes mesures pour la mise en œuvre de la présente délibération. Des questions? Monsieur Durandé. Oui, concernant cette affaire et ainsi que la suivante, confère notre échange sur les aspects budgétaires de la commune, il y a quelques minutes, nous n'allons pas nous positionner par rapport à cette évolution tarifaire sur un des services de la commune. D'accord, très bien. D'accord. Alors, je voudrais vous parler un peu des granges dans le sens où vous avez vu quand même qu'il y a du retard. Donc, on espère ouvrir au mois d'avril. J'espère que M. Gallonnier confirmera. On espère. C'est vrai qu'on a pas mal de soucis avec des entreprises. Bon, mais ils sont sur le terrain, que ce soit M. Danzon, M. Gallonnier, ils suivent. On a un maître d'œuvre aussi qui suit, mais vraiment, on a quand même pas mal de soucis avec les entreprises. Bon, ils auront des pénalités, mais ça leur fait rien. C'est pas pour autant que des fois, ils travaillent. Enfin, bon, là, j'avoue que ça commence un peu à se remuer, mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'on avait très, très bien démarré sur ce chantier. Malheureusement, bon, voilà. Bon, mais je crois que tous les maires sont confrontés à ces problèmes-là. Donc, c'est vrai que peut-être qu'après, il faudra peut-être voir par rapport à la bibliothèque, parce qu'il y a des personnes qui comptaient y aller, on leur a fait payer à l'année. Est-ce qu'il ne faudra pas faire quelque chose? Donc, on le verra au prochain conseil municipal. Donc là, oui, donc nous devons voter. Y a-t-il des abstentions? Alors, des abstentions. 5 abstentions, donc M. Durandé, Mme Mikhailov, Mme Flores, Mme Leflat et M. Sol. Donc c'est approuvé à la majorité avec 5 abstentions. Alors affaire numéro 19, tarif applicable à la médiathèque et à la ludothèque municipale, tarif social. Marie-Christine Picard. Bon, voilà, donc vous avez devant les yeux le tableau. Par délibération en date du 3 juillet 2017, 3 juillet, donc le conseil municipal a adopté le nouveau tarif de la médiathèque et de la ludothèque municipale. Il est nécessaire d'ajouter la précision tarif social en intégrant les bénéficiaires des minima sociaux. Voilà, donc vous avez ce tarif, qui va de 6 € la famille de Saint-Jean à 15 €. Ce sera 15 € pour l'adhésion pour les familles de Saint-Jean et les assistantes maternelles agréées. C'est ce qu'il faut retenir, plus les 25 € d'adhésion pour familles et structures hors Saint-Jean. Et la gratuité pour les structures saint-jeanaises. Voilà, donc est-ce qu'il est donc proposé au conseil municipal de se prononcer sur ces nouveaux tarifs applicables à compter du 3 avril 2018? Des questions? Donc, nous allons procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Alors, 5 abstentions. M. Durandé, Mme Mikhailov, Mme Flores, Mme Leflat, M. Sol. Donc, c'est approuvé à la majorité avec 5 abstentions. Donc, le conseil n'est pas terminé puisque nous avons des questions diverses. Et moi, j'ai une information aussi à vous donner avant les questions. Donc, c'est une information sur la gestion de l'eau et de l'assainissement par Toulouse Métropole. Le contrat eau-assainissement liant Veolia et Toulouse vient à échéance en février 2020. Il en sera de même pour la plupart des contrats de délégation de services publics ainsi que des marchés de prestations des autres communes de la métropole, Veolia et Suez pour Saint-Jean. Le Conseil de la métropole a engagé une procédure qui peut conduire à déléguer à un opérateur privé la totalité des contrats eau et assainissement des 37 communes de la métropole pour une durée de 12 ans. Le choix d'une gestion publique ou privée de l'eau et de l'assainissement ne peut se passer d'un débat. L'eau est un bien commun indispensable à la vie. La préservation de cette ressource si précieuse dans un contexte de changement climatique, la garantie de son accès à toutes et à tous et la qualité du traitement nécessitent un contrôle de la puissance publique. La décision de déléguer la gestion engagerait la métropole pour plusieurs mandats électoraux. L'enjeu de l'eau n'est pas un simple enjeu technique, mais un choix politique fondamental. Plusieurs communes souhaitent une gestion publique de l'eau et de l'assainissement par la création d'une régie publique. C'est pourquoi, à l'initiative de la commune de l'Union, un débat contradictoire est programmé. Alors,
Normalement, M. Berry m'avait dit que le 19 mars prochain. Mais la date, c'est pas sûr, puisqu'on vient de recevoir une invitation au repas des maires que M. Moudin fait. C'est le même jour. Donc, je pense que la date sera confirmée, mais je vous le saurai savoir. Ça sera intéressant quand même que la population. Donc, il y aura des réunions importantes qui seront organisées en même temps. Donc, je vous invite toutes et tous, ainsi que toutes les associations intéressées, à participer à ce débat auquel notre commune s'associe. Voilà, je pense que c'est bien d'avoir quand même un débat. J'espère que M. Moudin voudra venir aussi à cette réunion. Donc, on vous fera savoir la date. Normalement, c'était le 19 mars. Va nous proposer un référendum là-dessus. Pourquoi pas, si vous l'organisez, il n'y a pas de problème. Vous avez l'adjoint à côté de vous qui est sur le participatif. Voilà, je tenais quand même à vous donner cette information. Donc, nous avons une question.